Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 15e étape du Tour de France, Champagnole, plateau de Solaison. Hier, c'était la dernière étape avant la deuxième journée de repos. C'était la première étape alpestre de ce Tour de France, 184 km pour 4100 mètres de D+. Et donc, dans le final, les coureurs devaient se confronter aux terribles pentes du plateau de Solaison, 11 km 300 à 9,1% de moyenne. Côté scénario de course, à l'image de samedi, je ne savais pas trop qui des baroudeurs ou des leaders du général allaient se disputer la victoire d'étape. Mais j'espérais tout de même voir Uno X et IF reproduire le schéma de course de la 14e étape pour propulser Tobias Johannesson et Richard Carapaz en tête de course au pied du plateau de Solaison. Allez, au résumé de cette 15e étape, comme sur la 14e étape, c'est d'abord le sprint intermédiaire qui va animer le début de course. Et à l'image de samedi, on va retrouver dans le même ordre le quatuor, Philipsen, Pedersen, Canter et Girmay pour se partager les points. Je vous mets la petite mise à jour du classement du vert juste ici. Prochaine explication mercredi sur l'étape de Voiron. À partir du sprint inter, très logiquement, là, ça va fusiller dans tous les sens pour essayer de former la bonne échappée. Nonobstant, dans la Côte des Rousses, la décision ne va pas se faire. Il va falloir attendre la transition très rapide vers Bellegarde pour voir 10 hommes former une première échappée. Mais derrière ce groupe, IF va louper le bon coup et IF va rouler derrière l'échappée et va la condamner à 100 bornes de l'arrivée. On arrivait alors très bientôt à la mi-course et l'échappée ne s'était toujours pas construite sur cette 15e étape. Finalement, dans la traversée de Bellegarde, là, cette fois, un gros groupe va savoir décoller. Derrière, on va faire rideau. Et voilà, 24 bonhommes enfin partis à l'aventure à 90 km de l'arrivée. Devant, pas de Richard Carapaz, pas de Tobias Johannesson, mais une nouvelle fois, du Tom Pidcock. Puis, côté grosse formation, Armirail et Campenarts étaient là pour Visma et Adam Yates pour UAE. Ce coup-là va prendre le large en direction du Salève. Les 24 échappés vont compter 3 minutes d'avance au pied du Salève à 55 bornes de l'arrivée. Dans ce Salève, devant Tom Pidcock puis Quinn Simmons vont faire le show. Derrière, ça va montrer grand train pour Vingegaard. Puis, sur le sommet, 5 bonhommes vont encore ouvrir la route de ce Tour de France, tandis qu'à l'arrière, ça va être le statu quo entre les leaders du général. Dans la transition vers le plateau de Solaison, quelques coureurs vont savoir réintégrer la tête de course. Derrière, Visma va mettre le bus pour recoller à l'échappée. L'écart va redescendre à 2 minutes, puis à 22 bornes de l'arrivée, ça va être le choc. En sortie de rond-point, Jonas Vingegaard va partir à la faute, va emmener avec lui les coureurs dans sa roue. Tadej Pogačar va passer au travers, mais Isaac Del Toro va aussi se planter. Mais le plus grave va être ailleurs. Vingegaard va en rester là. Le Danois, touché à l'épaule, ne va pas savoir repartir. Coup de tonnerre sur les routes du Tour de France. Jonas Vingegaard, deuxième du général au départ de cette 15e étape, va donc quitter le Tour de France sur chute. Forcément, avec ce coup de massue, on va être un petit peu perdu à tous les échelons de course pendant un moment. Dans le peloton, on ne va pas trop savoir comment réagir derrière l'échappée. Puis, finalement, Bahreïn puis Red Bull vont remettre les gaz en poursuite derrière Pidcock et le peloton va recoller à 2 minutes 30 de l'échappée au pied du plateau de Solaison. Au pied de ce plateau de Solaison, Mauro Schmid va compter un petit temps d'avance jusqu'à ce que Quinn Simmons ne le déborde. Derrière, Red Bull va se mettre en place et va monter bon train à la faveur du duo Lipovic et Evenepoel. Mais à 7 km 500 du sommet, les choses vont se décanter du tout au tout sur le relais de Tadej Pogačar. Pogačar va tirer Del Toro dans cette ascension de Solaison. Derrière, avec l'accélération du maillot jaune, Sexas, Lipovic et Ayuso vont coincer. Et seul Remco Evenepoel, dans la lutte au podium, va savoir accrocher les UAE. Le dernier fuyard, Quinn Simmons, va se faire croquer par la triplette à 5 km du sommet. Dans cette fin d'ascension du plateau de Solaison, Paul Sexas et Florian Lipovic vont évoluer seuls à un deuxième échelon de course.
mais désormais bien trop loin d'une potentielle victoire d'étape qui devait donc se jouer entre Remco, Pogačar et Del Toro. Dans le dernier kilomètre, Isaac Del Toro va accélérer par 2 fois pour se défaire d'Evenepoel, mais le Belge va être très solide et ne va rien lâcher. Ça va se jouer au sprint sur le sommet. À 250 mètres de la ligne, Remco Evenepoel en deuxième position va déclencher. Isaac Del Toro, en souffrance, va être débordé par la fusée belge de Red Bull. Seul Pogačar va savoir suivre l'accélération de Remco, mais Pogačar ne va pas disputer l'étape à Remco. Sensation à Solaizon, Remco Evenepoel va s'offrir sa première étape en ligne sur les routes du Tour de France. Avec un temps de retard, Isaac Del Toro va boucler le podium. Puis derrière, pour tous les autres leaders, ça va débourser. Paul Sexas et Florian Lipovic auront concédé 58 secondes. Martinez, Skjelmose, Ayuso et Yates 2 minutes. Puis, c'est Quinn Simmons, héros de cette 15e étape, qui boucle le top 10. Au classement général, dans la lutte au podium, c'est le renversement absolu. Jonas Vingegaard n'est plus là. Remco Evenepoel est le nouveau dauphin de Tadej Pogačar. Isaac Del Toro, à la faveur du boulot de Pogačar, monte sur le podium. Sexas et Lipovic ont désormais un petit cran de retard. Pour Ayuso, ça devient très compliqué. Le top 5 s'éloigne au terme de cette 15e étape. Skjelmose, Martinez, Pidcock et Jordan Gégat bouclent eux le top 10. Bon, au débrief de cette étape, comment vous dire ? Hier, ça aura été l'ambivalence totale de sentiments à mon endroit tout au long de cette étape et plus particulièrement dans les 25 derniers kilomètres. Bien sûr, d'abord, il y aura eu les baroudeurs qui auront beaucoup trop tardé à faire la décision pour espérer aller glaner une victoire d'étape à la fin de cette journée. Bien sûr, par la suite, il y aura eu le carton de Jonas Vingegaard et l'abandon du Danois qui m'aura vraiment foutu la boule au ventre dans les 25 derniers kilomètres. En vérité, mentalement, j'étais totalement absent lorsque les coureurs se sont pointés sur les premières pentes du plateau de Solaizon. Puis après, effectivement, j'ai un petit peu rebranché le cerveau à mi-pente. Et forcément, derrière, le curseur est remonté au plafond sur ce final d'étape et la victoire de Remco Evenepoel. Mais ouais, dans l'ensemble, ça aurait été vraiment l'ascenseur émotionnel sur cette fin de 15e étape. Et c'est donc une étape pour moi pas si facile que ça à débriefer aujourd'hui. Même si hier, clairement, factuellement, on aura vu du ménage dans la lutte au podium. Et bien sûr, ça, il va falloir qu'on revienne dessus. Alors d'abord, première chose marquante sur cette étape, c'est de constater que les baroudeurs auront une nouvelle fois mis 150 ans à se dégager. Et bien sûr, c'est ce qui leur a plombé leur potentielle chance de victoire d'étape sur cette 15e étape. Alors ce constat, pour moi, il tient uniquement à une équipe et plus précisément à un homme. IF et plus précisément Richard Carapaz qui seront complètement passés au travers de leur mission, à savoir placer devant l'Équatorien pour pouvoir jouer potentiellement une victoire d'étape et à défaut, les points de la montagne pour Carapaz. Alors, en début d'étape, on voit effectivement IF et Richard Carapaz très actifs pour essayer de se propulser à l'avant, mais après la Côte des Rousses, lorsqu'il y a un groupe de 10 qui se forme, Richard Carapaz n'est pas dedans. De fait, puisqu'IF a loupé le bon coup, IF se met à rouler tambour battant dans la transition vers Bellegarde pour recoller au groupe de 10, ce qui se produit à 100 km de l'arrivée. Dans la foulée, il y a un nouveau groupe de 24 qui se dégage en tête de course. Et là, Richard Carapaz n'est pas là. Richard Carapaz n'est pas là. IF s'est planté hier. Hein. Richard Carapaz s'est planté, mais IF également. Et cette poursuite d'IF, c'est ce qui aura condamné l'échappée. Et même si une nouvelle échappée sera partie à 100 km de l'arrivée, lorsque tu arrives à 100 km de l'arrivée et que tu crées un point zéro pour développer ton échappée, c'est trop tard. C'est trop tard. Et derrière, effectivement, ce que l'on constate, c'est que Visma se met tout de suite à rouler pour garder l'échappée à portée de fusil et espérer remporter une victoire d'étape avec Jonas Vingegaard. Donc, premier point à noter au terme de la 15e étape, c'est que les baroudeurs ont mis beaucoup trop de temps à s'extirper. La responsabilité en incombe bien sûr à IF et Richard Carapaz qui n'ont pas su se placer à l'avant sur cette étape, mais surtout en début d'étape. C'est là que je pense que les baroudeurs ont plombé leur chance sur cette étape. Alors de fait,
Dans les 100 derniers kilomètres, Visma prend les commandes du peloton. Au passage du Salève, je me dis que Visma est en train de nous préparer quelque chose pour Jonas Vingegaard. Il y avait Bruno Armirail et Victor Campenaerts devant pour l'écurie néerlandaise. Derrière, Davide Piganzoli montait très fort le pied du Salève. Attaquer dans le Salève, ça me paraissait quand même trop gros pour Visma. Et effectivement, Visma va faire logiquement l'impasse sur le Salève. Je me dis alors que dans le plateau de Solaison, nous devions retrouver un petit peu le scénario de course du col du Hague sur la 14e étape. Je commence un petit peu à ce moment-là à imaginer les scénarios de course dans le plateau de Solaison. Je me dis que Visma va faire le pied à bloc. Je me dis que Jonas Vingegaard va accélérer. Derrière, on va voir qui sait suivre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Et après, théoriquement, ça devrait faire attaque de Pogačar, victoire de Pogačar au haut du plateau de Solaison. Et derrière, ensuite, on verra qui s'en sort le mieux dans la lutte au podium. Je me fais tous ces plans là dans la tête, dans l'approche du plateau de Solaison. On est à 25-24 km de l'arrivée. 22 km de l'arrivée. Boum, là, on a l'arrêt sur image sur le peloton. Il y a des hommes par terre. Je repère tout de suite le casque rouge de Jonas Vingegaard. Là, c'est la stupeur. Je vois du Visma par terre. Je vois du UAE, par terre. Je vois pas le maillot jaune. Je vois Vingegaard, bien sûr. Je me rends compte qu'Isaac Del Toro est dans le tas. Ça repart. Et là, on a la caméra de dos. Et là, je vois Vingegaard sur le cul. Il se tient l'épaule. Alors, on comprend tous. Là, c'est tous ceux qui suivent du vélo régulièrement, on sait ce qui se passe. On sait que la clavicule, elle a sauté. Et là, je me dis, mais... Là, franchement, ça m'a foutu la boule au ventre. Ça fait 2 semaines qu'on est parti sur ce Tour de France. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas un leader qui s'était planté jusque-là. Il n'y a pas eu de faute. Enfin, personne n'était tombé. C'était vraiment... Ce Tour de France se jouait à la pédale entre les tout meilleurs. On vivait une densité folle derrière Tadej Pogačar dans la lutte au podium. Premier tampon sur la 15e étape. Jonas Vingegaard tombe, la clavicule qui saute. Terminé. En une fraction de seconde. Dans ce putain de rond-point. Mais le réveil, il est dur. Là, ce qu'on vit, là, à 22 km de l'arrivée sur la 15e étape, mais c'est une piqûre de rappel, mais XXL à l'endroit de tous les mecs du top 5, du top 10 de ce général du Tour de France. C'est-à-dire, hier, ça a été Jonas Vingegaard qui a sauté la clavicule et qui a abandonné. Ça aurait été Pogačar. C'était la même chose. C'était pareil. Ouais, grosse piqûre de rappel hier dans la journée à l'endroit des coureurs de ce Tour de France. Ça se joue à rien. Vraiment, en un dixième de seconde, en une fraction de seconde, Jonas Vingegaard a disparu de ce Tour de France. Claquement de doigts. 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e étape. Prudence pour les coureurs, parce que là, on s'est souvenu hier à quel point le cyclisme et le Tour de France peut être d'une cruauté incroyable. Alors, la chute de Jonas Vingegaard, là, si on essaye de se concentrer sur ce moment de Tour de France, comment on peut l'expliquer ? Pour moi, c'est un ensemble de choses. Pour moi, le premier élément, c'est que le peloton arrive très vite, trop vite, à ce moment-là. Il y a eu véritablement prise de risque de Visma dans ce virage droite, en sortie de rond-point avec le terre-plein au milieu. Alors, prise de risque qui répond bien sûr de l'aménagement urbain. T'arrives vite pour prendre ton virage, la trajectoire est bonne, mais au milieu, tu sais, il y a le terre-plein qui marque l'entrée ou la sortie du rond-point. Donc tu dois écarter ta trajectoire pour resserrer ton virage pour passer là en fin de virage. Ça passe pour les 3 premiers, ça passe pas pour Jonas Vingegaard. Et ça, là-dessus, si on s'arrête sur ça, c'est juste un fait de course. La chute de Jonas Vingegaard répond à un fait de course, d'un aménagement urbain au milieu, d'une trajectoire arrondie puis un peu tendue à la fin pour passer ce terre-plein. Et voilà, est-ce qu'on peut pointer l'erreur de quelqu'un ? Pour moi, s'il y a une erreur, ça vient d'abord de Visma qui roule trop vite dans cette traversée de village. Il y a une erreur potentielle de la voiture du directeur sportif qui n'avertit pas du danger. Alors, bien sûr, les DS ne sont pas omniscients, mais les DS et tous ceux qui travaillent dans la structure Visma sont là pour repérer ce danger potentiel. Je reconnais bien évidemment que c'est quasiment impossible de connaître tous les points de danger, tous les dangers sur chaque étape du Tour de France. Ça relève bien sûr de l'impossible. On peut passer au travers de ce genre d'aménagement urbain, mais c'est aussi à ça que servent les reconnaissances. Que ça soit bien en amont du Tour de France, que ça soit la veille ou que ça soit même pendant l'étape. On sait qu'il y a des
comment dirais-je, des membres du staff qui passent un petit peu en amont des coureurs comme ça tout au long de la journée pour repérer effectivement ce genre de danger. Et là, on n'aura pas su baliser le terrain pour Visma et repérer en amont ce genre de passage qui représentait un danger pour les coureurs. Alors pour moi, effectivement, potentiellement, il y a une erreur de Visma qui n'aura pas alerté ses coureurs dans cette traversée de village. Et s'ils ont été alertés par leur direction sportive, alors celui qui a le lead du peloton, là, au moment de passer ce rond-point, il va beaucoup trop vite. Il va beaucoup trop vite dans la traversée de ce rond-point et tout. Donc voilà, j'essaye quand même de raisonner cet accident. En me disant, mais en vrai, y a-t-il véritablement un responsable à cet accident de Jonas Vingegaard? Je pense qu'à la fin, ça reste surtout un fait de course et que c'est juste totalement dramatique pour Jonas Vingegaard. Et moi, ça me fout les boules, mais à un niveau XXL. Le mec réalisait une saison parfaite jusqu'ici. Paris-Nice, Tour de Catalogne, Tour d'Italie, tout ce qu'il avait fait là depuis le début d'année, c'était parfait. Ce que faisait Vingegaard, c'était parfait. Sur ce Tour de France, effectivement, il se faisait détruire par Tadej Pogačar. Mais derrière, il y avait moyen de faire une nouvelle fois deuxième à Paris, mais il y avait potentiellement une chance d'aller chercher une victoire d'étape, ou sur le plateau de Solaison, ou là, dans la 3e semaine qui va poindre à partir de demain. Jonas Vingegaard avait bossé effectivement ultra dur pour en être là. Et là, la cruauté du cycliste qui revient à la gueule des coureurs et à la gueule de Vingegaard sur cette 15e étape. Erreur de trajectoire, sur vitesse. Bah. Alors, est-ce une erreur de trajectoire? Est-ce une erreur de survitesse? Est-ce une erreur de reconnaissance de la part de Visma? Est-ce que c'est tout simplement la faute à pas de chance? Est-ce que le contrôle antidopage dans la nuit de samedi à dimanche aura joué sur cette chute? Impossible de le dire. Impossible de pointer la responsabilité de quelque chose sur cette chute. On a juste les yeux pour pleurer à la fin. Si on met tout ça bout à bout, tout ce que je vous ai dit sur vitesse, trajectoire, mauvaise reconnaissance, mauvais signalement, contrôle antidopage, j'en sais rien. Si on met tout ça bout à bout, peut-être que ça amène Jonas Vingegaard à tomber, peut-être pas. Mais à la fin, on fait juste le constat, quoi. Je veux dire, la conséquence est là. Il n'y a plus de Jonas Vingegaard sur ce Tour de France 2026. C'est une première depuis 2021. Et ce fait de course, cet abandon de Jonas Vingegaard, ça aura tout changé sur cette fin de 15e étape. Et surtout, ça va tout changer pour ce qu'il reste de ce Tour de France. Alors pourquoi j'en arrive à cette fameuse dernière ascension du plateau de Solaison? Red Bull roule pour Lipovic et Remco Evenepoel. Très bien. Devant, Quinn Simmons nous fait une nouvelle fois un nouveau numéro de déglingo. Pendant qu'au 2e échelon de course, Tom Pidcock coince un petit peu. Et derrière, ce qu'on constate à 7 km de l'arrivée sur les pentes du plateau de Solaison, on constate les conséquences de l'abandon de Jonas Vingegaard. Vingegaard, c'était le seul coureur à pouvoir inquiéter Tadej Pogačar. C'est le seul coureur qui se rapproche un tant soit peu des watts développés par Tadej Pogačar. Vingegaard avait certes le Tour de France 2026 perdu depuis un moment, mais Vingegaard représentait encore, comment dirais-je, la seule réminiscence à l'encontre de la domination de Tadej Pogačar. Plus de Jonas Vingegaard sur ce Tour de France, plus aucun obstacle à Tadej Pogačar. Conséquence, Tadej Pogačar passe donc 100% en mode coéquipier à l'endroit d'Isaac Del Toro. Et on voit le résultat au terme de cette 15e étape du plateau de Solaison. Et on voit le résultat dans la lutte au podium. Ça nous fait un Tadej Pogačar qui s'associe au rythme d'Isaac Del Toro. Derrière, c'est l'écrémage. Et dans ce qui devait être une lutte à 6, on a une lutte à 5 entre Remco Evenepoel, Paul Sexas, Florian Lipovic, Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Sexas, Lipovic et Ayuso craquent loin du sommet. Et sur ces dernières pentes du plateau de Solaison, ça nous donne vraiment l'impression que le podium de ce Tour de France se dessine, avec bien sûr Tadej Pogačar tout en haut, mais dans sa roue, Isaac Del Toro et Remco Evenepoel, pour aller taper les 2 premières places, enfin les 2 et 3 places au général de ce Tour de France. On a un final d'ascension où on a Tadej Pogačar, comment dirais-je, au téléphone avec Isaac Del Toro dans toute la montée du plateau de Solaison, qui lui fait le train. On a Remco Evenepoel qui filoche. Fin d'étape, factuellement, Remco Evenepoel est au-dessus
d'Isaac Del Toro. Remco Evenepoel est la deuxième force du plateau de ce Tour de France dans le plateau de Solaison. Dernier hectomètre, Remco Evenepoel se défait d'Isaac Del Toro et Tadej Pogačar laisse Remco Evenepoel venir quelque part cueillir son premier succès d'étape sur une étape en ligne du Tour de France. Alors, Tadej Pogačar qui laisse Remco Evenepoel s'imposer, pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense que pour tout le monde, il n'y a pas de débat, c'est factuel. On a tous vu l'attitude de Tadej Pogačar dans cette dernière ascension du plateau de Solaison. 100 fois il aurait pu partir, 100 fois il aurait pu arriver avec 1 minute 30 d'avance sur la concurrence. Il ne l'a pas fait pour rester aux côtés d'Isaac Del Toro. Mais, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit effectivement Tadej Pogačar laisse la victoire d'étape à Remco Evenepoel, j'ai posé une question claire. Qui attendait Remco Evenepoel à ce niveau-là, en haute montagne, à la fin de la deuxième semaine du Tour de France, comparativement à Isaac Del Toro, à Paul Sexas, à Florian Lipovitz et à Juan Ayuso? Qui s'attendait à voir Remco Evenepoel à ce niveau-là sur les pentes du plateau de Solaison? Je sais pas vous, pas moi. En tout cas, pas moi. Pas moi. Remco Evenepoel m'a bluffé hier, mais à un niveau... C'est incroyable, Remco, hier. Alors pour moi, jusqu'ici, la plus grosse performance en carrière de Remco Evenepoel, c'était sur les pentes du plateau de Bay sur le Tour de France 2024, lorsqu'il était allé chercher... c'est pas très français de dire ça, mais le troisième record d'ascension, la troisième ascension la plus rapide de l'histoire dans le plateau de Bay après Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Pour moi, jusqu'ici, c'était la plus grosse performance de Remco Evenepoel en haute montagne. Mais là, ce qu'il a fait hier, je suis sur le cul. Enfin, je suis bluffé. Alors, il y a toujours ce faciès de Remco Evenepoel. On a l'impression qu'il peut mettre 50 watts de plus. Bien sûr, je pense qu'il était à la limite dans la route Tadej Pogačar. Mais il était au-dessus. Bien au-dessus d'Isaac Del Toro. Sur ce Tour de France 2026, pour l'instant, Remco Evenepoel, il se tient là. Il fait un Tour de France quasi parfait. Quasi parfait. Et franchement, avec l'abandon de Jonas Vingegaard hier sur la 15e étape du Tour de France, pour moi, Remco, là, il file tout droit vers une deuxième place à Paris. Insensé. Alors bien sûr, le Tour de France est encore long, mais demain, c'est jour de chrono, ce sera Remco Show. Mercredi et jeudi, il ne devrait pas y avoir de différence entre les leaders, que ça soit du côté de Voiron bien sûr, mais également du côté d'Orsières-Merlette. Je ne pense pas qu'il y ait de gros écarts entre les leaders du général. Puis après, il restera 3 étapes, 3 jours à Remco Evenepoel pour tenir sa place de 2. Alors bien sûr, c'est loin d'être gagné parce qu'il reste l'Alpe d'Huez, il reste une étape à plus de 5000 mètres de D+, et sait-on jamais, la butte de Montmartre peut encore réserver quelques surprises au dernier jour du Tour de France. Mais est-ce que j'aurais lâché un seul centime sur Remco Evenepoel pour qu'il soit dans cette position-là après 2 semaines? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, si vous retournez voir ma preview de ce Tour de France lorsque je fais les pronos, moi, Remco Evenepoel, ça doit faire entre 5 et 10 sur ce Tour de France. Mais il est largement au-dessus de ça. Il est exceptionnel sur ce Tour de France, Remco Evenepoel. La performance, elle est incroyable hier. Et globalement, encore une fois, je trouve que son Tour de France est jusqu'ici parfaitement géré. J'avais pointé 3 micro-défaillances de sa part au Tourmalet, au Lioran et au Markstein. Et à chaque fois, il avait profité d'un final d'étape pour recoller à ses adversaires directs et ne concéder que très peu de temps sur des gars, voire même en gagner. Au Lioran, il gagne du temps sur tout le monde. Donc, il fait le dos rond et il limite les écarts sur des étapes où, factuellement, nous l'aurons vu en difficulté. Mais hier, sur le plateau de Solaison, c'est quelque part la première fois qu'il a d'excellentes jambes, des jambes extraordinaires sur ce Tour de France en montagne. Et il fait victoire d'étape et déblayage complet dans la lutte au podium. Des conséquences du travail de Pogačar, ok. Mais si on se concentre uniquement sur le résultat à la fin de la 15e étape, c'est totalement parfait à l'endroit de Remco Evenepoel, et c'est comme ça qu'il doit courir pour maximiser son classement. Chapeau, enfin, franchement, Remco m'a bluffé hier. Son ascension est fantastique, et au global, ces 15 premières étapes du Tour de France de Remco Evenepoel auront été gérées à la perfection. Franchement, chapeau Remco, bravo.
Bon, après Remco Evenepoel, qui est désormais deuxième du général, on constatera qu'Isaac Del Toro va pouvoir maintenant totalement compter sur Tadej Pogacar, qui lui sera 100% dévoué sur ce qui va rester de Tour de France. Ça, bien sûr, ça va être un élément dominant, prédominant dans la lutte au podium, quant à Tadej Pogacar qui te passe des relais pour t'aider à grimper au général. Bien sûr que ça va être un élément extrêmement facilitateur à l'endroit d'Isaac Del Toro. Je pense que, je pense que voir Tadej Pogacar encadrer, carry complètement les petites fesses d'Isaac Del Toro sur cette 3e semaine du Tour de France, c'est plus que probable. C'est désormais une évidence depuis le retrait de Jonas Vingegaard. Et donc, en conséquence, inévitablement, on va pas se mentir, ça va être une galère pour la concurrence du Mexicain dans la lutte au podium. Et puisque justement, on parle de la concurrence d'Isaac Del Toro en cette fin de Tour de France, Juan Ayuso, hier, ça aurait été la craquante absolue. Du quintet pour le podium, du quintet qui était encore présent pour le podium au pied du plateau de Solaison, c'est celui qui aura le plus coulé sur cette étape en perdant 2 minutes comparativement à Remco Evenepoel. Puis, à un niveau intermédiaire, une nouvelle fois, on constatera que Paul Sexas aura fait une ascension de Solaison en vieux briscard pour ne pas se mettre dans le rouge. C'est celui qui aura lâché du lest en premier sur le duo Pogacar-Del Toro, mais c'est celui aussi qui se sera peut-être le mieux récupéré en deuxième partie d'ascension du plateau de Solaison pour redoubler et distancer Juan Ayuso et pour rattraper Lipovic. Bon, ceci dit, vous me direz, ça se joue en quelques hectomètres, mais je trouve que l'attitude de Paul Sexas, elle est encore une fois très intéressante dans le plateau de Solaison. Il est toujours aussi impressionnant dans le contrôle et dans la gestion de ses émotions sur ce plateau de Solaison. Et puis, dans le cas de Florian Lipovic, bien sûr, il se sera une nouvelle fois montré à la hauteur. Même si, par contre, pour Florian Lipovic, avec un Evenepoel dominant hier, ça va être très compliqué pour Lipovic de désormais espérer pouvoir jouer un podium sur ce Tour de France 2026. S'il y avait une lutte des leaders chez Red Bull entre Remco Evenepoel et Florian Lipovic, déjà que Remco Evenepoel avait l'avantage du temps au départ de la 15e étape. Là, avec ce qu'a montré Remco Evenepoel hier, il n'y a plus de débat. Je pense qu'en plus, le chrono de demain va encore accentuer l'avantage de Remco Evenepoel sur Florian Lipovic. En conséquence, voir Lipovic sur le podium de ce Tour de France 2026, ça me paraît désormais hautement improbable. Donc, désormais, au terme de cette 15e étape, pour moi, c'est désormais plutôt net. Pour ce qui est de la lutte au podium, ça devrait maintenant se jouer entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Sexas. En sachant que pour Paul Sexas, le ballottage est quand même plus que défavorable, on va pas se mentir. Hier, il aura montré quelques limites comparativement à Isaac Del Toro et Remco Evenepoel. Et puis si on regarde le classement général, Paul Sexas est en infériorité numérique absolue contre ses adversaires directs. Il se confronte désormais à 2 paires UAE et Red Bull, sans compter la doublette de Lidl qui est derrière au classement général. Donc, oui, ça me paraît désormais quand même très mal embarqué pour Paul Sexas. Mais bon, quand bien même, en vérité, qu'importe. Franchement, qu'importe maintenant ce qu'aura réalisé jusqu'ici Paul Sexas sur ce Tour de France. C'est proprement remarquable. Et je pense que demain, il va encore nous épater sur le chrono d'Evian Tonon. Alors, ce chrono de demain, attention, il sera bien sûr capital dans la lutte au top 10. Ce sera un chrono qui se fera en 3 parties. Première partie, Côte de Laringe, 9 km 600 à 4,2% de moyenne. Ce sera une bosse à passer en puissance, une bosse totalement de fait à l'avantage d'un Tadej Pogacar ou d'un Remco Evenepoel. Ensuite, la descente, il y aura quelques parties techniques dans la deuxième moitié de la descente, donc il ne faudra absolument pas partir à la faute pour les leaders du général. Puis, après le replat, là on sera sur une partie technique dans Thonon-les-Bains. On sera sur quelques lignes droites, mais sur prioritairement de la relance. Là, il faudra savoir jouer du dérailleur pour être bien à la relance, bien explosif, pour espérer venir claquer à l'arrivée le meilleur temps possible pour les gars jouant le top 10 du général de ce Tour de France. De fait, ce sera un chrono qui, je pense, donnera lieu à de grandes différences concernant les gars du top 10. Je pense qu'on pourra facilement perdre, dans un mauvais jour, 30 à 40 secondes sur le premier intermédiaire. Puis après, bien sûr, il ne faudra pas se planter là dans la descente et sur le replat. Il faudra quand même être
très bien à la relance dans le 3e inter pour gratter du temps sur l'adversité. Donc forcément, au lendemain d'une journée de repos, il y aura des éclats. En début de 3e semaine, là où ça se fait à la fraîcheur, il y aura des différences entre les leaders du général. Donc chrono, bien sûr, à ne pas louper. Sur le papier, ce sera une épreuve taillée pour Remco Evenepoel, qui devra faire des différences sur ses adversaires directs quant à la lutte à la 2e place. Par contre, pour ce qui est de la victoire d'étape, vu que ce sera un chrono qui se jouera d'abord sur la fraîcheur et la condition physique, j'avoue miser un petit peu plus sur Tadej Pogačar que Remco Evenepoel. Donc voilà, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, c'est le bras de fer que je vois se dessiner demain quant à la victoire d'étape. De cette équation, il ne faudra surtout pas exclure Filippo Ganna, qui pourrait venir surprendre, et Tadej Pogačar et Remco Evenepoel à l'arrivée. De votre côté, vous me donnez vos pronostics en commentaire, et on se capte demain soir pour le débrief de cette 16e étape qui va, totalement conditionner les stratégies d'équipe en vue des Alpes. Sur ce, prenez soin de vous, et à demain. Ciao.